Bonjour à toutes et à tous. Je suis David Brion, responsable des études à l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté, et je souhaite la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent à ce colloque. Donc un colloque intitulé La crise en Bourgogne-Franche-Comté et après, qui a été voulu par nos 4 directeurs, INSEE, Banque de France et les 2 URSSAF, pour mettre en commun nos données, nos expertises, pour dépasser les idées reçues sur les impacts de la crise sanitaire depuis 2020, et puis pour identifier les potentiels de croissance de l'économie régionale. Alors, vous avez vu tout à l'heure 2 présentations que vous pourrez retrouver en replay. Une analysant le marché de l'emploi, c'était mes collègues de l'URSSAF. Une autre sur les entreprises, notamment leurs données comptables, c'était monsieur le directeur de la Banque de France. On en vient donc maintenant à regarder les conséquences sanitaires, les conséquences, pas que sanitaires justement, sur les ménages. Alors au cours de la présentation, comme tout à l'heure, je vous invite à réagir, à poser vos questions sur le chat. Nous regarderons ensemble tout à l'heure, dans une demi-heure, ces questions et nous tâcherons d'y répondre. Alors quand on parle des conséquences de la crise sur les ménages, justement, le premier sujet qui nous vient, c'est le sanitaire, puisqu'on a un bilan sombre de mortalité. Et donc on va faire le point sur ce sujet dans l'immédiat. Alors les données parfaitement fiables de l'état civil sont formelles. Nous avons vécu une période de surmortalité marquée. Alors on vous a mis ici à l'écran le nombre de décès chaque jour sur 3 années. La courbe noire, c'est les décès de 2019. On s'en servira comme référence. Il n'y a pas eu de crise ou de grippe très importante à cette période-là. Donc c'est une année qui peut nous servir comme référence. Et puis vous avez en courbe rouge la mortalité, le nombre de décès dans la région, hein, c'est bien dans la région, en 2020 et en orange en 2021. Donc ce qu'on voit, c'est clairement plusieurs vagues de surmortalité, donc de mortalité plus importante que par le passé, sans surprise au printemps 2020. Hein. Donc la première vague qui fut assez intense avec un pic assez haut, mais d'une durée relativement limitée, si on peut dire ça ainsi. Et puis une deuxième vague d'intensité moins haute, mais plus longue, puisqu'elle s'est étalée, grosso modo, de octobre à février. Elle se poursuit donc sur le début 2021, ici, en orange. Et puis une troisième vague, qui, on le voit, a été d'intensité beaucoup plus modérée, limitée dans le temps, de surmortalité. Et depuis mai, on est dans des niveaux de mortalité, entre guillemets, habituels. On n'a pas observé, par exemple, de 4e vague en termes de mortalité. Alors, si on regarde donc le bilan de cet épisode sanitaire, donc c'est 5000 morts dans la région, c'est 11% de plus qu'une année habituelle. Eh bien, donc là, j'ai isolé les courbes du Covid. On va regarder en remontant dans le temps et voir que c'est un épisode sanitaire inédit depuis au moins 50 ans, date pour lesquelles on peut faire cet exercice jour par jour. Donc on va remonter progressivement dans le temps. Donc, tout d'abord, un épisode marquant, c'était la grippe de 2017, grippe hivernale. Donc vous avez ici la courbe des décès, donc du coup concentrée sur le début d'année. C'était 1500 morts, hein, une surmortalité de 1500 personnes. Donc on le voit, c'est sans commune mesure avec le Covid, on est à 5000 décès. On remonte encore un peu plus dans le temps. La canicule de 2003 qui fut très médiatique, d'intensité très marquée hein, sur la première quinzaine du mois d'août, mais limitée dans le temps, et c'est 900 décès. Donc là encore, on est dans des niveaux de décès beaucoup moindres que le Covid. On remonte encore davantage et on arrive à la grippe de Hong Kong, hiver 69-70, avec une surmortalité, alors là, très intense, hein, puis qui monte très haut, mais il n'y a eu qu'une vague, disons, et qui a duré de manière une durée assez limitée. C'est le deuxième épisode sanitaire en décès des 50 ans, 1600 morts, on le voit encore,
on est bien en deçà du Covid. Alors bon, si on superpose toutes les courbes, voici ce que ça donne. Alors, cette mortalité, bien évidemment, elle a conduit, pour la juguler, et puis pour que les hôpitaux puissent fonctionner, accueillir les patients, on a contraint, le gouvernement a mené des politiques de restriction de déplacement, de fermeture de commerce essentiel, non essentiel justement, pour juguler cette pandémie. Donc ça va être l'objet de la suite, et de ses conséquences, puisque dans les faits, donc du coup, les personnes ont eu des modes de vie complètement chamboulés, avec une présence accrue à domicile. C'est la courbe que vous avez en orange ici. Par rapport à une période habituelle, les gens se sont plus retrouvés à domicile au cours de cette année 2020 et sur le début d'année 2021, notamment au premier confinement du printemps 2020. On a une courbe qui est nettement au-dessus du zéro, le zéro étant la période habituelle. Alors pourquoi ? On le sait, on a eu des restrictions de déplacement, et puis quelques éléments. On a des salariés, 35% des salariés de la région ont télétravaillé, donc se sont retrouvés à domicile, et 19%, c'est même un télétravail total. Donc ils ne se sont pas rendus sur leur lieu de travail. La même chose pour les bénéficiaires du chômage partiel, 36% des salariés en ont bénéficié à ce moment-là, et donc ne se sont pas retrouvés sur le lieu de travail, plutôt à domicile. Donc la courbe bleue, bien sûr, c'est la présence au lieu de travail qui était beaucoup moindre sur l'année, et favorisée aussi ensuite par le télétravail qui empêchait les transmissions de virus. Alors, fermeture, on l'a dit, de commerce non essentiels. Alors, les commerces essentiels ont subi quand même une baisse de fréquentation. Là, c'est la présence dans ces commerces. Alors, c'est mesuré par la téléphonie. On voit effectivement également là qu'il y a eu moindre présence dans les commerces, et même d'alimentation et de pharmacie. Les commerces les plus touchés par la forte baisse de fréquentation, c'est les autres commerces, les non essentiels, notamment les lieux de loisirs, par exemple. Alors on voit que c'est au premier confinement, là encore, que la présence dans les commerces a été bien moindre. Ça s'est vite redressé à l'été 2020, et puis la deuxième vague de Covid arrivant, la fréquentation a baissé à nouveau dans ces commerces à l'automne. On voit sur la fin de la courbe des niveaux, en tout cas, de présence dans les commerces qui rejoignent la normale et qui sont même supplémentaires s'agissant des commerces essentiels. Alors, ça, c'est les modes de vie, mais bien sûr, ça s'est traduit économiquement aussi par une moindre consommation des personnes, des ménages. Donc là, vous avez ici les transactions en carte bancaire par semaine, et on a mesuré par rapport à l'année 2019. Donc on voit tout d'abord que l'année 2020 commence avec des niveaux au-dessus de l'année 2019 parce que les cartes bancaires continuent de gagner des parts de marché. On paye de plus en plus en carte bancaire. Forte chute ensuite, au premier confinement, de ces transactions par carte bancaire, moins 60%, c'est colossal. Reprise à l'été 2020, mais favorisée aussi, alors consommation qui reprend, favorisée aussi par le relèvement du plafond du sans contact, qui a fait justement que les cartes bancaires ont repris encore davantage de parts de marché. Aussi, ça a contribué à l'augmentation. Et puis, bien sûr, utiliser la carte, c'est moins transmettre le virus. Donc, les Français ont certainement aussi utilisé davantage cette carte pour ces raisons. Baisse de consommation au deuxième confinement, mais beaucoup moins marquée. Et baisse également au troisième confinement, moins marquée également. Et puis, on arrive à des niveaux désormais au-dessus de la moyenne de 2019. Alors, il s'agit ici des transactions de cartes bancaires dans les magasins, on dit physiques. Sont exclus ici le commerce en ligne, les transactions du commerce en ligne
dont on sait par ailleurs avec des données nationales qu'il s'est envolé. Ce qui est logique. Alors, pendant ces 2 confinements de 2020, la consommation en carte, retrait, espèces a baissé donc pour les ménages, mais ça dépendait aussi de leur niveau de revenu. La baisse de consommation s'est avérée en fait plus forte pour les ménages ayant les plus hauts revenus. Ils ne pouvaient pas avoir notamment du loisir, par exemple. Et les 10%, les ménages les plus aisés en termes de revenus au niveau national ont eu une baisse en avril 2020 de 55% de leur montant d'achat par rapport à la normale. Pour les ménages au moins hauts revenus, les 30% ayant les plus bas revenus, la baisse était aussi importante, mais moindre, 40%. Bien sûr, les sommes engagées ne sont pas les mêmes, beaucoup plus fortes pour les hauts revenus. Alors, moindre consommation, en même temps, les dispositifs spécifiques mis en place pour la crise ont limité les conséquences financières sur les ménages. Le dispositif qui est le plus important, dont on vous a parlé tout à l'heure, l'URSSAF, c'est l'activité partielle ou dit le chômage partiel. Donc vous avez ici le nombre de personnes qui en ont bénéficié depuis mars 2020. Il a plafonné au mois d'avril 2020 pendant le premier confinement, avec 300 000 personnes, 300 000 salariés qui bénéficiaient de ce chômage partiel. Il a ensuite chuté et est arrivé à des niveaux moyens d'environ 50 000 salariés sur le reste de l'année et puis sur la première partie de l'année 2021. Alors sachez qu'en avril 2020, c'est 30% des salariés de la région qui étaient en activité partielle. Donc c'est très important. Donc un soutien ici, ça a soutenu le pouvoir d'achat de personnes qui ne pouvaient plus travailler et d'entreprises qui ne pouvaient plus fonctionner. D'autres dispositifs, c'est plutôt là les stabilisateurs habituels qu'on a en France, ont permis également aux revenus des ménages de globalement résister. Effectivement, c'est des dispositifs qui accordent une aide financière à des ménages éligibles et qui varient mécaniquement en fonction de leurs ressources. Dès que les ressources baissent, ils peuvent rentrer dans les dispositifs. Donc l'assurance chômage, bien sûr, bon, je n'ai pas mis de courbe à l'écran, mais en fait partie. Et puis vous avez les minima sociaux. Donc ici, vous avez 2 minima sociales. Vous avez en rouge la courbe du nombre de bénéficiaires du RSA, du revenu de solidarité active, qui garantit un revenu minimum aux ménages. Donc cette courbe a fortement augmenté dès le début de la crise sanitaire, plafonné à l'automne 2020. Donc c'est une augmentation de 9% du nombre de bénéficiaires. Et puis là, elle redescend pour rejoindre des niveaux un petit peu plus habituels. Deuxième minima social, c'est l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Elle s'adresse aux chômeurs en fin de droit. Alors bizarrement, on voit une baisse au début, mais elle s'explique, puisque les droits des chômeurs ont été prolongés. C'était une mesure pour, justement pour soutenir financièrement ces personnes au début de la crise. Et puis ensuite, on est revenu à un système plus habituel et donc on a eu un afflux de personnes en fin de droit, ce qui explique l'augmentation de la courbe du nombre de bénéficiaires de l'ASS qui plafonne ici en septembre 2020, 10% de plus qu'en février 2020. Alors, ponctuellement, d'autres aides sociales participent aussi à moduler les revenus des personnes et servent d'amortisseur social. Un peu plus de personnes ont bénéficié de la prime d'activité, c'est la courbe bleue. Les ressources des personnes ne pouvant travailler, même si elles bénéficiaient du chômage partiel qui ne couvrait pas toujours la totalité de leurs revenus, pouvaient devenir éligibles à cette prime. Donc on a une augmentation des personnes éligibles après ou après les confinements, disons.
Et puis, deuxième dispositif aussi qu'on peut citer, c'est les allocations logement. Donc là, il y a un effet assez important, puisque là aussi, des personnes pouvaient avoir une baisse de revenus et davantage de personnes pouvaient bénéficier de l'allocation logement. C'est ce qui s'est passé, notamment à l'automne 2020, avec 6% de plus de ménages bénéficiant de l'allocation logement qu'en février 2020. On revient après à des niveaux plus habituels. Alors j'en viens maintenant à une étude que nous publions aujourd'hui avec la Banque de France sur les dépôts bancaires des particuliers. Donc vous pourrez consulter cette étude sur INSEE.fr à partir de midi. Et donc je vais vous donner les principaux enseignements de cette étude qui montrent que les dépôts des particuliers, globalement, se sont garnis avec la crise. Et on va voir à quel point. Alors, sur ces dépôts bancaires dans la région, donc c'est les banques de la région, hein, et avec des particuliers qui déposent leur argent, c'est des sommes d'un montant de 59 milliards d'euros. C'est le chiffre que vous avez en bas du tableau. On viendra après sur les lignes. Habituellement, au cours d'une année, c'est des sommes qui augmentent de 4%. Pendant les 17 mois de crise, en moyenne annuelle, on a eu une progression 2 fois plus importante, 2 à 3 fois plus importante, plus 9%. Et c'est la même chose que l'on observe au niveau de la France métropolitaine. Alors dans le détail, vous avez la ligne dépôt à vue. C'est surtout cette ligne, enfin, c'est les placements sur ces dépôts à vue, c'est les comptes courants où il y a eu beaucoup plus d'argent. Hein, alors, les personnes ne pouvaient pas autant consommer, touchaient pour certains toujours leur salaire ou du chômage partiel. Et donc, c'était viré sur ces comptes courants. Et visiblement, ça les restait pas mal. Hein. Et puis, autre élément, les livrets A aussi ont eu une forte progression des montants, des encours. On dit que c'est le placement préféré des Français. C'est de l'argent qui est facilement mobilisable aussi. Alors, certainement aussi, les personnes font de l'épargne de précaution en période de crise. C'est ce qu'on observe souvent. Et donc, là, c'est de l'argent, du coup, rapidement mobilisable, hein, puisque si on regarde les courbes qui donnent le détail mois par mois des encours, donc on voit que la ligne ensemble progresse plus vite que par le passé. On voit que les dépôts à vue et les livrets A, eh bien, c'est eux qui ont la plus forte progression des encours. Et c'est une progression sur les dépôts à vue qui s'est surtout passée au premier confinement et puis plus étalée sur le reste de l'année ensuite. Donc là, c'est de l'argent en orange immédiatement disponible. Donc, ce qui nous fait dire qu'il y a une capacité de rebond de la consommation des ménages. En bleu, c'est les placements genre PEL, plus souvent bloqués, épargne bloquée, dont eux n'ont pas eu une progression aussi rapide, bien sûr. Alors, je vais nuancer ce propos parce que nationalement, on sait que le taux d'épargne des ménages est à son plus haut niveau depuis 1960. Mais bien sûr, ça dépend aussi, faut distinguer qui au sein de ces ménages a le gagner le plus. Donc si on s'en réfère à des chiffres nationaux cette fois, 10% des ménages qui ont le plus haut patrimoine ont eu la plus forte progression en euros sur leur compte entre février et décembre 2020. 8 400 € en moyenne, c'est 7% de leur épargne en banque. Et au contraire, les 20% les ménages ayant le plus bas patrimoine ont globalement gagné de l'argent sur leur compte, 350 €. Là, ça représente beaucoup, parce qu'ils n'ont pas beaucoup en banque, c'est un tiers. Donc en fait, on voit qu'en termes de volume, c'est plutôt les hauts patrimoines qui ont eu davantage d'argent, les plus bas ayant, avec 350 €, un peu plus épargné, mais c'est de petites sommes.
Alors du coup, si on fait un peu le bilan un peu macro, économiquement, en 17 mois, l'épargne des particuliers ou des ménages de la région a augmenté de 6,5 milliards d'euros. Si on compare aux années d'avant, c'est environ 3,5 milliards d'euros de plus, d'épargne en plus cette année, sur ces 17 mois de crise. Et c'est du coup un levier potentiel important pour la reprise et la croissance économique de demain. Alors on a regardé dans le même temps comment se comportait la délivrance de crédit. Donc c'est l'objet de cette diapo ici. Les crédits en fait ont été, aux particuliers, ont été peu perturbés par la crise, ponctuellement un peu. Donc, sachant que les crédits, c'est surtout en volume, en argent, c'est surtout des crédits immobiliers, c'est 91% des encours de crédit. Donc, il y a une baisse qu'on peut voir au printemps 2020 pendant le premier confinement. En fait, il y avait une baisse aussi des transactions immobilières à ce moment-là, avec la fermeture d'agences. Et puis, on a tendance pas à acheter une maison, j'imagine, en période de difficultés économiques. Et puis, on a eu un redressement rapide de ces crédits immobiliers avec une reprise des transactions immobilières et qu'on a trouvé plus forte pour des maisons. C'est vrai qu'au confinement, si on avait une maison, c'était plutôt agréable. Les crédits à la consommation, qui sont 9% des crédits, ont été un peu plus heurtés, surtout au premier confinement. On ne pouvait pas consommer aussi facilement, donc il y a eu moins de crédits délivrés. C'est logique. Bien, alors, pour terminer, bien évidemment, les conséquences sur les ménages sont très très vastes. Je vous ai mis ici quelques autres éléments qu'on a pu mesurer et qui concernent les conséquences sanitaires un peu collatérales au Covid. Donc, on a eu moins de décès sur la route dans la région et en France, mais c'est 43 décès en moins sur les 5000 du Covid, et bien sûr que ça ne rattrape pas. On a eu une prise en charge dégradée des affections de longue durée qu'on peut voir dans le fait que les ménages, les habitants ont moins été voir leur médecin généraliste, spécialiste. Donc là, des médecins témoignent aussi qu'il y a eu des dérèglements dans les traitements des patients au niveau diabète, hypertension, cancer. Il a fallu qu'ils rattrapent des situations après le confinement, notamment du printemps 2020, donc avec des conséquences sanitaires pour les personnes, leur santé. Il y a une dégradation de la santé mentale parce que on a vécu dans un climat anxiogène avec des impacts sur les modes de vie. Donc, on le voit dans les consommations d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, de traitements contre l'anxiété et les traitements pour dormir. On a observé aussi une hausse des violences intrafamiliales dans ce qui se passe dans les spectres de la police. C'est une augmentation de 8% dans la région. On a aussi dépisté moins de cancers. Donc, quand on dépiste moins, on prend des cancers plus tard pour les soigner. Donc, on sait qu'il est primordial dans ces soins-là de le faire très vite. Et donc, la Ligue contre le cancer estime en France que 93 000 cancers n'auraient pas été dépistés en 2020 à cause justement du Covid. Et puis aussi, des interventions chirurgicales ont été reportées pendant les vagues de Covid-19 pour faire face aux vagues de patients Covid qui arrivaient dans des services de réanimation. Alors là, j'ai quelques chiffres également. Le nombre de séjours en chirurgie a chuté de 18% en 2020 dans notre région, alors qu'il était stable les années précédentes. Et même sur les 5 premiers mois de l'année 2021, il était encore en baisse de 11% par rapport à son niveau habituel. Alors on le voit, les conséquences de la crise du Covid sur les ménages sont vastes. Il nous faudra d'autres analyses pour les appréhender parce qu'elles touchent une multitude de dimensions. On verra ce qu'on pourra mesurer.
Donc, je vous remercie de votre attention. On va peut-être pouvoir passer aux questions. Cathy, tu as surveillé le chat, j'imagine. Exactement. Déjà, je vous remercie pour toutes vos réactions dans le chat. David, je vais te proposer 3 questions. La première, donc en fait, on a la sensation que nos plus âgés ont été les plus touchés par le Covid, en particulier en termes de mortalité. Qu'en est-il des plus jeunes? Est-ce que tu as des éléments pour éclairer cette question? Oui, effectivement, on a eu, en début de crise, on a parlé beaucoup des anciens qui étaient très touchés, et puis on a eu quelques cas médiatiques de jeunes, ce qui a pu effectivement brouiller un petit peu les messages. Donc oui, c'est important d'y revenir. Donc en fait, la mortalité Covid est surtout âgée. La moitié des décès, c'est des patients qui avaient plus de 80 ans, 85 ans, et les 3/4 plus de 75 ans. Voilà. Alors après, il y a quelques décès de jeunes, mais en nombre, c'est limité, mais bon, voilà, c'est moins dans l'ordre des choses, donc ça a marqué. Il y a eu à peu près dans la région 130 décès de plus à 50-64 ans, donc c'est pas très très jeune, mais c'est 3% d'augmentation. Sur les plus jeunes, on voit il y a la mortalité routière qui a joué. Donc les classes d'âge jeunes, en fait, il y a eu moins de mortalité. Donc il y a eu certains Covid, mais qui a été rattrapé par d'autres choses. Merci. Deuxième question, donc en fait, de la présentation, on retient que ce sont les plus démunis qui s'en sortent le moins bien. Avez-vous pu mesurer des difficultés financières accrues chez les ménages, notamment? Oui, alors on l'a un petit peu, on l'a abordé sur certains aspects. En fait, on a une population très hétérogène dans les bas salaires, disons, et avec des messages qui vont dans des sens un petit peu, qui peuvent paraître contradictoires, mais qui sont qui sont plutôt liés à cette hétérogénéité. Alors on l'a vu tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont rentrées dans des dispositifs d'aide sociale, donc avec davantage donc, de personnes qui en nécessitaient, avec des pertes de revenus qui nécessitaient, qui sont rentrées dans les barèmes. Les services d'aide alimentaire ont également observé une distribution, ils ont dû faire une distribution accrue en 2020 d'aide alimentaire. Donc là, c'est des éléments qui montrent une dégradation. Voilà. Mais on voit aussi dans les données comptables, mais peut-être qui rassemblent peut-être trop d'habitants pour le voir, 10% c'est déjà pas mal d'habitants, que globalement, ils s'en sortent alors avec des revenus qui restent, des comptes en banque qui restent à peu près au même niveau. On a moins de dossiers de surendettement, donc ça c'est des données de la Banque de France qui ont été déposés en 2020. C'est 24% de dossiers surendettement en moins. Donc ça montre aussi une moindre dégradation. Alors il faut savoir que les services de la Banque de France étaient encore ouverts pour accueillir, pour porter ces dossiers. Mais c'est plutôt les services sociaux là, du coup, qui étaient un petit peu moins disponibles pendant les confinements. Donc ça a pu jouer aussi. Il y a des dispositifs aussi d'inclusion sociale que gèrent les banques et la Banque de France, qui sont aussi où il y a moins de bénéficiaires. Par exemple, la Banque de France, quand un particulier s'adresse à une banque pour ouvrir un compte, on peut lui refuser en fonction de son dossier. La Banque de France intervient pour justement désigner une banque d'office, mais qui ouvre des droits limités aux particuliers. Donc là, on a eu une baisse de ces droits au compte aussi. Et puis, il y a une offre spécifique bancaire pour les personnes qui ont des revenus et des accidents bancaires. Là aussi, on a moins de personnes qui ont bénéficié de cette offre. Donc vous voyez, c'est des faisceaux un petit peu contradictoires, mais liés certainement à l'hétérogénéité des situations. Dernière question. Donc, un internaute semble surpris de voir que le nombre de bénéficiaires d'aide sociale, donc comme les allocations logement, a si vite augmenté avec la crise. En fait, sa question, c'est comment est-ce possible, puisque les droits sont calculés à partir des ressources de l'année précédente.
Est-ce qu'il y a des éléments Alors, d'explication? oui, c'est vrai. Effectivement, la CAF récupère avec les services fiscaux les ressources des personnes. Mais malgré tout, les allocataires ont la possibilité en ligne de mettre à jour leur situation de manière trimestrielle. Et effectivement, du coup, certaines personnes sont rentrées, ont une perte de revenus et sont rentrées dans le dispositif en cours d'année. Et ce qui explique les augmentations de bénéfices, par exemple, de l'aide au logement. Un peu retardées, on se demande quelle est la logique, c'est après le confinement, c'est pendant, voilà. Donc c'est lié à ça. Merci. Bien, bah, écoute, il n'y a plus de questions. Bon, on vous remercie de votre attention.